dans le cadre de ce colloque, je vais vous demander de vous installer. Je vais accueillir à mes côtés les intervenants de cette table ronde. Bien, on va laisser les toutes dernières personnes s'installer. On va fermer les portes. Bien, mesdames, messieurs, nous allons commencer cette table ronde. Et notre premier intervenant pour nous mettre en appétit sur ce sujet est lui-même entrepreneur. Je voudrais avoir le plaisir de vous présenter Youssef Chakour, directeur général de Kilimanjaro Environnement. Juste avant de lui céder la place pour une dizaine de minutes d'intervention, mon cher Youssef, pour commencer, dans quel job vous êtes? Celui de l'entrepreneuriat. Oui. Et dans quoi vous mettez les mains tous les jours? Dans des déchets. Et vous créez de la richesse avec ça? Énormément. 10 minutes, on va vous écouter, apprendre ce que vous faites. Et en attendant que vous preniez la parole, je voudrais juste vous dire que nous allons pouvoir interagir avec vous, que nos hôtesses sont munies de leur tablette. N'hésitez pas à leur faire signe. Elles viendront vers vous, vous remettront la tablette, vous poserez vos questions, elles seront enregistrées. Et tout à l'heure, j'aurai le plaisir, avec mon acolyte, de pouvoir vous donner l'occasion de réagir à travers vos questions. Merci à vous, Youssef. 10 minutes. Salam alaikum. Donc, moi j'ai la lourde tâche de parler de moi-même, qui est un exercice que je n'affectionne pas très particulièrement, mais depuis quelque temps j'ai appris à le faire, pour des raisons que je vous expliquerai après. Donc, Youssef Chakour est né au Maroc, à Rabat. Aujourd'hui, j'ai 39 ans, père de 3 enfants, 12 ans, 8 ans et 2 ans. Je suis made in Morocco, c'est-à-dire issu de l'enseignement public. J'ai eu la chance d'intégrer une école d'ingénieurs, qui est l'école Mohammedia d'ingénieurs. Et je crois qu'on m'a appelé pour ce talk parce qu'ils n'ont pas trouvé d'entrepreneur chez Polytechnique. Hein. Mais bon, je ne suis pas sûr.
J'espère que ce sera la dernière fois, donc j'ai accepté, mais bon, prochaine fois, j'espère qu'il y en aura d'autres. Donc, trait de caractère, même Kinch, je never give up pour ceux qui ne parlent pas, ou jamais je ne lâcherai. Et ça, c'est un apprentissage de la vie. Moi, j'ai perdu mon père à l'âge de 10 ans, et chaque fois que la vie nous prend quelque chose, elle nous en donne beaucoup d'autres. Et j'ai su très rapidement comprendre que réussir dans ma vie n'était pas une option, c'était une obligation. Et j'étais dans cette forme de course vers la réussite que beaucoup dans cette salle ont peut-être connu, qui sont lauréats du cursus scolaire, lycée, prépa, où on est obligé de réussir. Ce n'est pas une option, ce n'est pas un choix. Moi, je me suis rendu compte que jusqu'à l'âge peut-être de 27-28 ans, je n'ai fait aucun choix dans ma vie. Que tout était presque tracé, presque lissé, décidé par une société, par un environnement. Donc, un environnement qui, malheureusement, ne nous permet pas de rêver énormément, qui nous prépare à être moyens, dans une moyenne très, très basse, j'allais dire. Donc, j'ai eu la chance d'intégrer 2 multinationales de renom. Donc, j'ai travaillé dans 2 groupes internationaux qui m'ont aidé à découvrir mon potentiel, à avoir un peu plus confiance en moi et à considérer le monde différemment. Donc, ils m'ont mis sur un échiquier international où j'étais benchmarké au niveau international. Et j'ai commencé à comprendre que j'étais pas si mauvais que ça. Donc, quand on est dans des groupes où il y a des Indiens, où il y a des Européens, où il y a des Américains. Et donc, j'ai réussi à m'affranchir de ce que j'appelle le syndrome de l'homme blanc, qui, moi, qui ai vécu toute ma vie au Maroc, avait ancré dans mon éducation, c'est que toute personne avec des yeux bleus et des cheveux clairs était forcément plus intelligente que moi. Et malheureusement, ou heureusement pour moi, j'ai eu certaines de ces chances que beaucoup n'ont pas eues. Et un certain nombre de complexes et d'ancrages qui sont issus de notre système éducatif, qui sont issus de notre société, nous empêchent, 1, de rêver, et 2, d'entreprendre. Donc, je vous parle rapidement de ma société pour ceux qui veulent comprendre ce que je fais. On a monté une structure au Maroc depuis 6 ans qui est devenue leader dans la collecte des huiles de friture. Donc, je dis bien les huiles de friture usagées, c'est-à-dire on passe collecter les huiles, les déchets chez les restaurants presque partout au Maroc et on en produit des biocarburants qu'on réexporte en Europe. Donc, bilan de 5 ans d'opération, on a franchi les 40 millions de dirhams de chiffre d'affaires, on est à 68 employés et on est à 100% export. Donc, partir d'une idée très bête, très simple, très peu innovante, j'allais dire, mais par une démarche innovante, on a réussi à créer de la valeur, on a réussi à créer de l'emploi. Donc, la question que j'ai envie de partager avec vous, c'est comment arriver à ce cheminement. Donc, ça c'est un projet pour lequel je fais du marketing. On est en train de lancer une opération de collecte dans les domiciles avec un système d'auto-entrepreneuriat. Grâce à une aide de l'OCP, on est capable de créer éventuellement 1500 à 1600 entrepreneurs à travers le royaume pour la collecte de ces huiles et leur revalorisation en déchets. Fin de la pub. Donc, début de l'aventure. Donc, le premier wake-up call est un wake-up call. Donc, j'étais dans ce cheminement très basique où j'étais par une force d'entraînement, une force initiale, et je ne me posais jamais de questions. Premier wake-up call est un wake-up call mathématique. Quand j'avais 28 ans, je me suis posé la question combien je vais gagner jusqu'à la retraite. Et je crois que dans cette salle, tout le monde est capable de faire une projection de revenus avec des hypothèses d'augmentation de salaire tous les 2 ans, ou tous les 3 ans, ou tous les 1 an, dépendamment de là où on travaille, et de faire un forecast sur ce que je vais générer comme revenu. Et de l'autre côté, j'ai listé la liste de mes rêves. Tout ce que j'avais ambitionné de faire. Acheter une villa, une deuxième maison secondaire à Marrakech, une autre à Tétouan, les études des enfants aux États-Unis. Donc, je ne suis pas arrivé à nourrir mes enfants, pour vous dire. Donc, on s'est arrêté là parce qu'il y avait un problème d'adéquation entre le revenu et les ambitions. À cet âge-là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'abandonne mes rêves à 28 ans?
je me dis, ça y est, je ne pourrai jamais faire ça. Ou là, je revois le modèle de revenu. Donc à partir de 28 ans, j'ai commencé à me poser la question sur le modèle de revenu que je voulais avoir et comme quoi il ne pourrait jamais réaliser mes ambitions de matériel. Et là, c'était un exercice purement mathématique et purement très matériel. Donc ensuite, là, j'ai compris que l'option de salariat n'allait pas répondre à cette époque-là. Je ne connaissais pas les bonus annuels qui existent maintenant. Donc j'étais dans un niveau hiérarchique où je ne pouvais pas. Donc pour vous dire, la projection de mes revenus était de 14 millions de dirhams. Et bon, moi je rêvais d'une villa à 6 millions de dirhams, payer crédit à 12, une deuxième en Maroc. Bon, c'était très très facile de faire les comptes et de se rendre compte. Ou bien il fallait abandonner ses rêves matériels, ou bien il fallait revoir le modèle. Ensuite, il y a eu un deuxième wake-up call. Donc j'ai eu une phase de ma carrière où j'avais eu un peu de succès, où ça y est, ça marchait bien, je voyageais business, j'avais une voiture de fonction de haut standing et tout. Mais un vide à l'intérieur, j'avais un besoin de satisfaire quelque chose que je ne comprenais pas encore. Donc j'ai eu la chance avec un groupe d'amis de faire l'ascension du mont Kilimandjaro. Et là, c'est passé le deuxième wake-up call. Donc ce qui est extraordinaire avec l'altitude, c'est qu'on est obligé de lâcher tout ce qui n'est pas important, parce que plus l'altitude, moins il y a d'oxygène, et plus on est obligé de se concentrer sur les processus vitaux. Et les processus vitaux, ce sont ceux qui contribuent à notre bonheur. Et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses que je traînais avec moi et qui ne contribuaient pas forcément à mon bonheur. Et là, j'ai compris quelque chose, que ce qui allait me donner du sens à ma vie, c'était d'avoir de l'impact, d'avoir beaucoup plus d'impact que celui que j'avais sur la société dans laquelle j'évoluais. Et à partir de là, c'est déclenché un processus d'identification de secteurs, d'idées, de projets. Et c'est à partir de là où l'expérience Kilimandjaro a été transformante pour moi dans ma vie. Et je la porte aujourd'hui et à chaque fois, j'essaie de me rappeler pourquoi j'entreprends. Est-ce que c'est uniquement pour la villa et pour l'ensemble des trucs matériaux que je réalise? La réponse est non. C'est aussi pour avoir cet impact. Donc aujourd'hui, mon message est le suivant. Et je m'adresse à chacun d'entre vous dans cette salle. Qu'est-ce que vous faites pour l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que vous faites pour l'entrepreneuriat? Est-ce que vous mentorez un entrepreneur, un start-upper? Est-ce que vous allouez du temps? Est-ce que vous ouvrez votre portefeuille à investir dans des start-up? Est-ce que vous-même, vous êtes entrepreneur? Êtes-vous conscient d'une chose, de cette lourde responsabilité que nous avons? Et je me considère avec vous faisant partie d'une élite, j'allais dire intellectuelle, ayant les capacités d'entreprendre pour préserver une forme de paix sociale dans notre pays. Je crois que c'est un devoir social. Je crois qu'entreprendre n'est plus uniquement un acte d'épanouissement personnel, mais c'est aussi un acte d'engagement sociétal, parce que ceux qui peuvent créer de la richesse contribuent dans des pays comme les nôtres à préserver la paix et la stabilité. Et je vous remercie. Merci mon cher Youssef. Merci beaucoup. Alors, tu veux rester avec nous, tu peux rester. Sinon, on te libère parce que je sais que tu as notre engagement juste après. Installe-toi, installe-toi. Alors, ce que je voudrais juste dire dans toutes les interpellations qui ont été faites, c'est qu'on peut aussi ouvrir son portable aux entrepreneurs sur nos numéros et nos relations et ouvrir un peu son cœur parce que l'entrepreneur a besoin d'émotions positives pour pouvoir avoir du carburant. Mesdames, Messieurs, je voudrais vous proposer d'accueillir pour parler de l'entrepreneuriat, des jeunes Marocains de l'entrepreneuriat à mes côtés, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Rachid Moukhtar. Merci, Monsieur le ministre, d'être là. Je voudrais vous proposer d'accueillir Monsieur le ministre délégué chargé des petites entreprises et de l'intégration du secteur informel, Monsieur Mamoun Bouhoudoud. Monsieur le ministre, prenez place. Bienvenue, Monsieur le ministre. Installez-vous. Je voudrais accueillir à mes côtés Monsieur Smaïl Douiri, directeur général d'Etiwafa Bank. Et je voudrais accueillir à mes côtés Madame Leïla Memou, qui est administrateur d'Injaz Lamrid, Enactus, Education for Employment et du collectif d'associations d'éducation de l'entrepreneuriat. Merci beaucoup. C'est génial parce qu'on a une femme qui investit beaucoup de son temps
autour de l'entrepreneuriat. On va essayer de découvrir avec elle tout ce qui se fait. Je voudrais accueillir M. Taraf Amrouane, président de la commission Recherche et Développement et Relations entreprises au sein de la CGM. Et enfin, je voudrais remercier de sa présence et accueillir à mes côtés Franck Paccard, directeur de l'enseignement et de la recherche au sein de l'École Polytechnique. Bienvenue à vous tous. Nous allons attaquer cette première partie. Je vais commencer. Alors, on va aller faire un premier round sur vos idées, vos points de vue sur cet enjeu, cette problématique des jeunes Marocains de l'entrepreneuriat. Et après avoir écouté vos idées, je reviendrai par une série de questions. Je rappelle que les hôtesses sont à votre disposition, que les tablettes, n'hésitez pas à faire part vos questions. Je rappelle aussi que X Maroc 2015 nous permet d'interagir et de montrer ce qui se passe à partir de cette salle à tout ce qui se passe dans le monde, à tous ceux qui, quelque part, peuvent suivre ce que nous faisons ici sur Twitter. Je vais commencer par vous, Rachid Belmokhtar. Vous nous écoutez, vous avez un micro, monsieur le ministre. Vous nous écoutez depuis ce matin. Vous avez entendu un jeune entrepreneur qui a planté un peu le décor à travers son expérience. Le vrai plaisir que j'ai à avoir écouté, comme vous, Youssef Chakour, c'est qu'il sort de l'école Mohammedia des ingénieurs et qu'il a travaillé dans des multinationales en reconnaissant la qualité de l'éducation. Et quelque part, comme il le dit, ça marche le micro, monsieur le ministre, il va être ouvert, ne vous inquiétez pas, la régie va faire le nécessaire. Et il nous dit qu'à travers son expérience, il a eu des déclics et effectivement, ça a donné de bons résultats. Ma question de manière très pragmatique, comment vous, en tant que ministre de l'Éducation nationale, vous voyez ce défi qui est face à nous d'inculquer l'esprit d'entrepreneuriat aux jeunes dans l'ensemble du processus, je ne sais à quelle étape, je ne sais sous quelle forme, parce que de toute façon, on ne peut pas créer assez d'emplois salariés, ni au Maroc, ni ailleurs. On l'a compris à travers les interventions de la Banque mondiale ce matin. Merci beaucoup. Tout d'abord, je vais répondre en tant que ministre de l'Éducation nationale, mais je voudrais auparavant dire que j'étais entrepreneur aussi. Et ce matin, dans la voiture, j'ai essayé de faire le compte. Et j'ai trouvé que j'avais créé 5 entreprises à titre personnel, dont 3 ont réussi et 2 ont échoué. J'ai appris beaucoup de celles qui ont échoué et j'ai contribué à la création de 4 autres entreprises, mais cette fois-ci à partir de zéro, mais pour le compte de l'État. Et une fondation, parce qu'il y a l'entrepreneuriat social aussi. Bien sûr. Et qui marche. Et celle-là, elle marche toute. Voilà. Donc, c'est à double chapeau, en quelque sorte, que je vais répondre. Je crois que quand on parle d'entrepreneuriat, je crois qu'on ne peut pas ne pas voir là-dedans un problème, je dirais, de profil. Il y a des éléments qui sont fondamentaux. Si je me ramène à mon expérience, je crois qu'il faut résumer les choses de manière très simple. Il faut être curieux, d'un côté. Il faut être joueur, il faut dire le mot, pour prendre le risque. Il faut être passionné, parce que si on n'est pas passionné, ben, on abandonne. D'un autre côté, bien sûr, il y a la persévérance. Et d'un autre côté, il y a aussi, à côté de tout ça, eh bien, la capacité de rebondir. Bon. Alors, si on se base sur ces éléments, qui sont tous des éléments, je dirais, de comportement, et qu'on voit les choses pour les transposer, pour dire, bon, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que nos jeunes aient l'esprit d'entreprise, on voit tout de suite que le paradigme, je dirais, de l'école, telle qu'elle est, hein, classique, eh bien, est un paradigme qui ne marche pas. Tout simplement parce que, jusqu'à présent, l'école telle qu'elle est faite, chez nous et ailleurs d'ailleurs, est une école qui ne prépare pas du tout ni à la prise de risque, ni à la passion pour le travail, ni, je dirais, à tous les éléments, je dirais, dont j'ai parlé. Alors, aujourd'hui, nous sommes conscients que cette école a fait son temps et qu'il est enfin, je crois, venu le moment de pouvoir la changer. Pour la changer, je pense que maintenant, depuis un peu plus d'une année, nous avons entrepris un vaste chantier de réflexion, mais non seulement un chantier de réflexion, mais un chantier, je dirais, où on a essayé par la base, de faire remonter en même temps les problèmes, les idées, et en profiter pour faire des évaluations objectives de notre potentiel, et principalement du potentiel en ressources humaines. Et à partir de là, il me semble que aujourd'hui, on peut y croire.
Je pense que malgré tous les problèmes que nous avons, on peut y croire. Tout n'est pas noir, mais il faut dire la vérité, il faut être transparent. Et je pense que cette phase, je dirais, d'analyse est terminée. Et maintenant, on passe dans une seconde phase qui va vers l'action. Et je dirais, exactement, nous sommes maintenant dans la situation de devenir, et de moi c'est mon souhait, un ministère entrepreneur. Voilà. Donc ministère entrepreneur, ça veut dire qu'on va retrouver ce que j'ai dit tout à l'heure. Bien entendu, il y a des risques à prendre, mais il y a aussi à mettre en place un certain nombre de choses. Aujourd'hui, pour vous expliquer très rapidement les fondements et comment est-ce qu'on compte s'y prendre, nous avons retenu 5 objectifs fondamentaux pour notre système d'éducation. Le premier, c'est de développer une conscience chez nos enfants à travers un socle d'appartenance. Et quand je dis socle d'appartenance, ce n'est pas dans une vue de nationalisme, c'est une appartenance qui commence, bien entendu, à un niveau extrêmement réduit, qui est celui de la famille, et qui se termine par la biosphère. C'est-à-dire que l'enfant comprenne comment il se situe dans le monde et dans l'univers, à travers toutes les différentes, je dirais, strates. Le deuxième, c'est la connaissance. Et la connaissance, aujourd'hui, on ne la voit plus comme une connaissance acquise, mais comme une connaissance qui permet d'acquérir. Donc il y a toute une transformation au niveau des curricula qui doit viser et faire en sorte que les enfants n'apprennent plus pour apprendre, mais à l'intérieur de l'école, c'est-à-dire ce qu'on leur propose, mais pour qu'ils acquièrent des qualités, des capacités qui leur permettent d'apprendre par eux-mêmes. Et ça, c'est très important parce que ça rejoint notre vision de l'entrepreneuriat, cet engagement personnel. L'autre élément qui est important, c'est aujourd'hui, nous sommes dans une école individualiste. Chaque enfant est un individu. Nous voulons créer une école dans laquelle l'enfant fait partie d'un groupe, d'un réseau, d'une équipe. Et c'est différent. Donc il faut que toute, je dirais, la pédagogie se transforme en quelque sorte pour qu'il y ait une participation, une prise de conscience et une création de capital social. C'est ça qui est important. C'est-à-dire apprendre à travailler ensemble pour réaliser un objectif. L'autre élément qui est important, c'est l'individu et son bien-être. Et cet individu bien-être, bien entendu, pour qu'il réussisse, il faut qu'il ait, en plus, je dirais, du savoir et de tout ce qu'on peut dire, un certain nombre donc de qualités personnelles qu'il faut, et ça c'est une réalité, ça ne tombe pas du ciel. Je crois que la curiosité, ça peut se forger, on peut forger la confiance en soi, qui est extrêmement importante, mais avant tout, et je crois que c'est là où l'école marocaine a raté beaucoup de choses, il faut qu'il y ait de l'estime de soi. Et pour qu'il y ait de l'estime de soi, il y a énormément de choses à changer, notamment toute la philosophie, je dirais, de la notation, et tout ce qui tourne autour, bien entendu, des programmes eux-mêmes, de leur composé, leur composition, etc., etc. Mais il y a aussi comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ces enfants, dans leur quotidien, apprennent à innover, à prendre des risques. Et là, il y a beaucoup de choses qui permettent de faire ça. Donc aujourd'hui, sur le plan pédagogique, on peut être armé. Il y a énormément, je dirais, de choses intéressantes. Et aujourd'hui, je peux vous dire que sur ce plan-là, nous avons maintenant un certain nombre de mesures extrêmement importantes qui sont au nombre de 23 et qui sont destinées à transformer complètement l'école marocaine. Et parmi ces mesures, un certain nombre versent tout à fait dans cette formation de profil et de profil d'entrepreneur. Donc voilà, en gros, ce que je dirais sur un peu ce qui se fait. Mais il y a des questions aussi qui sont fondamentales et qui touchent immédiatement, je veux dire, le changement qui doit exister. Je reviens de Colombie, donc je suis encore un peu sous le décollage horaire et le manque de sommeil, mais je peux vous dire que ce que j'ai vu en Colombie est absolument passionnant. La Colombie, depuis une trentaine d'années, a mis en place un système éducatif dans le rural qui s'appelle Escuela Nueva. Et cette Escuela Nueva est inspirée de la méthode Montessori, mais elle a intégré énormément les aspects sociaux et pour s'accrocher à la réalité du terrain. Et donc, c'est un système éducatif d'une extrême flexibilité. Et d'un autre côté, c'est un système qui met ensemble toutes les composantes de la société.
c'est-à-dire aussi bien sûr le corps enseignant, les parents, mais aussi la société civile et les entreprises également. Et l'association des cafetiers colombiens joue un rôle énorme dans le succès de cette opération. Mais pourquoi je dis ça? C'est parce que justement, dès les premières années, l'enfant est mis dans une situation de prise de risque, de confiance en soi, d'estime. Et il travaille sur du concret, c'est-à-dire que tous les thèmes sont reliés à son environnement et à ce qui peut y arriver. Alors je peux vous dire que j'ai vu des jeunes de 17-18 ans qui ont créé leur entreprise. Et je vous dirai tout simplement le mot de conclusion d'un d'entre eux. Il nous a dit, après une séance où on a tout vu, il nous a dit, écoutez, moi ce que l'école, l'Escola Nueva, l'école nouvelle m'a donné, eh bien, c'est que d'abord je suis heureux. Deuxièmement, j'ai confiance en moi-même, je n'ai pas peur de l'avenir et je reste sur la terre de mes parents. C'est absolument extraordinaire comme conclusion d'un enfant de 17 ou 18 ans. Alors, c'est pour dire que c'est possible. Je crois que c'est très important. Maintenant, pour aller vers le sens disons, de l'avenir, de ce qui nous concerne, on pourrait se poser, est-ce qu'une Escola Nueva a sa chance au Maroc? Je pense qu'elle l'a, mais comme vous pouvez bien le comprendre, tout va se jouer autour des acteurs. Et l'acteur principal, c'est finalement les ressources humaines, c'est la personne. Et tout à l'heure, j'ai vu en passant quelque chose d'écrit aussi. Mohamed Qabbaj disait que pour être entrepreneur, il faut être novateur. N'est-ce pas, c'est Mohamed? Eh bien, la question qui va se poser, comment faire cette transformation pour que notre enseignant, qui est aujourd'hui quelqu'un qui prêche, devienne quelqu'un qui accompagne. Et que lui-même ait la capacité d'innover par la flexibilité qu'il va donner à l'intérieur de sa classe. Et qui va contribuer lui-même à son entreprise et son objectif, qui est celui de faire réussir les enfants qu'il a en face de lui. C'est tout le défi que nous avons. Bien entendu, nous avons en quelque sorte les idées qui conviennent pour progressivement arriver à cet objectif. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ça serait trop long. Mais nous travaillons, je crois, comme cela se doit, avec des pilotes, des expérimentations. Nous avons en ce moment même entamé la création d'un centre de recherche et d'innovation pédagogique, enfin ergo-pédagogique. Et je crois que mon ami, c'est Abdel Graoui dans la salle, je l'ai vu tout à l'heure. Je dois le remercier parce que c'est grâce à un article du Point du 30 octobre 2014 que ce centre se crée. Et tout simplement parce que ça m'a permis de rencontrer les personnes qui ont écrit l'article et de travailler depuis avec eux. Et nous avons maintenant une merveilleuse petite équipe marocaine qui est en train de se mettre en place pour travailler pour l'exploitation de toutes les recherches en neurosciences pour pouvoir les appliquer à la pédagogie. Et dans ce contexte-là, il ne s'agit pas que des élèves, mais il s'agit aussi des enseignants. Et nous pensons que ce type d'innovation, et voilà encore donc une action entrepreneuriale, parce que c'est un gros risque, eh bien, va nous permettre de gagner beaucoup de temps, parce que si nous n'arrivons pas à accélérer le changement, je peux vous le dire tout de suite, nous avons calculé qu'au mieux, si nous comptons sur la progression moyenne qui est faite par les personnes qui ont fait évoluer leurs résultats de Teams et de Pearls, etc., il nous faudrait en gros 25 ans pour rattraper le niveau de 2003. Oui. Et il nous ferait plus de 50 ans ou 75 ans si nous voulons rejoindre la moyenne des pays arabes et la moyenne mondiale. Donc c'est pour vous dire que sans innovation et sans prise de risque, eh bien, nous n'y arriverons pas. Merci beaucoup. Raj Mortal, on reviendra à vous tout à l'heure parce que vous comprendrez que vous aiguisez notre curiosité. D'avoir un langage aussi pragmatique, aussi concret, mais en même temps, comment vous allez faire ces ruptures-là est une grande question pour nous autres, parce qu'on a conscience de l'ampleur du chantier et en particulier des virages que la partie ressources humaines doit faire. On va aller vers Mamoun Bouhoudoud. Je rappelle que vous êtes ministre délégué en charge des petites entreprises d'intégration du secteur informel. Et comme l'a précisé
Moula Hafid Alami, ce matin, vous êtes en charge dans votre département de la mise en place du statut d'entrepreneur. Vous avez vu qu'il y avait déjà des questions sur des tweets tout à l'heure en disant on veut savoir plus sur ce statut, quand est-ce qu'il va être mis en œuvre, etc. Mais avant de revenir à ces questions, votre regard sur cette question relative à l'entrepreneuriat des jeunes Marocains et comment est-ce qu'on peut inculquer, brancher les jeunes dès le plus jeune âge avec l'entrepreneuriat, en fait, avec ce que disait Mohamed Khabbaj ce matin, ne pas avoir peur de l'échec, mettre la lumière sur la réussite et valoriser les succès. Alors, effectivement, la question de la jeunesse marocaine et l'entrepreneuriat est une question fondamentale. Et d'ailleurs, il y a une réflexion qui m'a fait énormément sourire de Sichakor, mais qui m'a aussi inquiété, c'est celle qu'on n'ait pas réussi à trouver des X entrepreneurs pour donner le modèle. Non, c'était une boutade, c'était une provocation qu'il faisait. Mais non. Non. J'ai souri, mais je pense que cette réflexion, donc je veux dire, cette réflexion est extrêmement intelligente et elle doit nous interpeller. Elle doit nous interpeller parce que la vraie question qui se pose derrière cette réflexion, c'est quel est le modèle du jeune entrepreneur marocain? Est-ce qu'il existe? Est-ce que cette réflexion a été menée? Et Dieu sait que nous en avons besoin parce que l'économie marocaine a besoin de jeunes entrepreneurs qui ont d'audace, qui ont cette capacité, comme le disait Sib El Mokhtar, de prendre des risques, d'aller de l'avant, de sortir de leur zone de confort. Et moi, je pense que c'est la première réflexion et la première chose qu'il va falloir mener et essayer de la mener surtout dans le contexte marocain. C'est-à-dire qu'on ne peut pas essayer d'importer ces modèles-là de d'autres pays et faire un processus de copier-coller, essayer de voir et de visualiser, de mettre en avant ces entrepreneurs étrangers au Maroc. Mais il faut qu'on l'adapte à la réalité de notre terrain. Et parmi les réalités auxquelles il faut qu'on l'adapte, c'est ce qui a été dit dans la présentation de la personne qui venait de la Banque mondiale, c'est qu'au Maroc et en général toutes les économies plus ou moins structurées comme l'économie marocaine, on a deux types d'entrepreneuriat. Le premier, c'est ce qui a été appelé l'entrepreneuriat social, celui de subsistance. Et le deuxième, c'est l'entrepreneuriat d'opportunité, c'est-à-dire l'entrepreneur qui a une idée, qui veut la matérialiser, qui veut la concrétiser. Et c'est deux choses complètement différentes et l'une ne doit pas inhiber l'autre. Et c'est extrêmement important de mener cette réflexion de l'entrepreneur marocain dans ce contexte-là. La deuxième réflexion qu'il faut mener, c'est au niveau du Maroc et de son positionnement mondial. On a fait le choix d'être un pays libéral, on a fait le choix de s'ouvrir, on a fait le choix d'aller de l'avant et d'ouvrir nos frontières. Il est important de penser l'entrepreneur marocain dans cette équivalence qu'il y a entre le commerce extérieur, le libre-échange et l'entrepreneuriat. Si vous prenez l'accord de libre-échange avec les États-Unis, il n'a d'efficacité que s'il y a des entrepreneurs derrière pour le matérialiser. Le troisième axe qui est aussi important, c'est le contexte africain. On a la chance d'être en Afrique, dans un continent où sur les 10 plus forts taux de croissance à l'échelle mondiale, 6 sont dans des pays africains, sur les 10 dernières années. Ce chiffre montera à 7 d'ici à 2020. Il est important que l'entrepreneur marocain et africain soit pensé aussi dans cette dynamique-là. Donc tout ce contexte mérite d'être réfléchi pour définir ce modèle-là. Et le dernier axe, c'est ce qui a été dit à plusieurs reprises dans les discours, c'est cette culture de l'entrepreneuriat qui est fortement corrélée à la perception de l'échec dans une société. Et notamment le fait que l'échec est tabou. Il est encore plus tabou chez les X, je le sais, mais chez les entrepreneurs et dans la culture marocaine, il est très très fort. Donc nous devons démystifier cet échec et en tant qu'État, c'est notre rôle de faire en sorte que cet échec des entrepreneurs ne soit pas fatal et ne soit pas irréversible. Donc si on arrive à résoudre cette équation, quel est l'entrepreneur, quel est le jeune entrepreneur marocain en 2015 et pour les 15 prochaines années dans ce contexte-là, je pense qu'on aura réussi à fixer le cap, a réussi à fixer la vision qui nous permettra d'aller de l'avant. Parce que si on arrive à leur donner plus de visibilité, c'est finalement ces quelques success stories qui permettent de driver tout l'écosystème. Quand vous avez 2 ou 3 histoires
que vous pouvez raconter, qui sont 100% marocaines, où des gens ont réussi à vendre une partie de leur capital à quelques millions de dollars, je peux vous dire que ça en motive plusieurs centaines de milliers derrière. Après, bien entendu, la question ne se pose pas juste du côté de l'État. C'est vrai qu'on a du travail à faire au niveau de la clarté et de la simplification. Ça a été dit d'ailleurs dans, je pense, la présentation de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement cette fois-ci. On travaille dans cette direction-là. Mais il est aussi important qu'il y ait une mobilisation de cette population d'entrepreneurs marocains. Il faut faire attention à cette politique de la chaise vide qui est extrêmement dangereuse dans notre contexte. C'est-à-dire que le conservatisme est regardé dans le rétroviseur, comme ça a été dit, peut être extrêmement dangereux face à l'inaction. Donc, il y a une responsabilité aussi des jeunes entrepreneurs de se prendre en main, de donner de la visibilité. Il ne faut plus que ce soit, il faut que ce soit les bonnes personnes qui parlent de l'entrepreneuriat. Et c'est extrêmement important. C'est qui les bonnes personnes pour vous? Je pense d'abord c'est ces success stories qui doivent être mises en avant. Des entrepreneurs? Des entrepreneurs. C'est des Youssef Chakour? Youssef Chakour, exactement. Et j'aurais aimé en avoir 10 devant moi. Et la On plupart en a, d'entre eux qui puissent nous montrer le cap à tout le monde. Et après, bien entendu, il y a tout l'écosystème derrière qui fait que si vous arrivez à créer cette mobilisation, c'est-à-dire ne pas être dans une phase spectateur mais d'acteur, vous arrivez à rehausser l'entrepreneuriat marocain comme priorité nationale à tous les échelons, à l'échelle de l'État, au niveau des banques et au niveau du privé. On a compris l'enjeu du modèle, on a compris l'enjeu du climat des affaires et le rôle de l'État qui doit balayer encore un peu pour faciliter l'environnement. Comment vous faites le lien avec l'école? Qu'est-ce que peut faire l'école? Qu'est-ce que vous avez envie de dire, vous, de manière avec une grande rupture, de manière très disruptive à votre collègue ministre à côté, qu'il faut changer dans l'éducation nationale? Qu'est-ce que vous avez envie de partager avec lui? Comment? Il me demande souvent de formule, parce qu'on a un point commun, c'est qu'il adore les maths. Il est plus fort que moi, hein, même. Ah ben ça, oui, ça je sais. Et, pour parler plus sérieusement, c'est que si on s'inscrit dans des perspectives d'anticipation, c'est-à-dire que si on s'inscrit dans des perspectives de penser, par exemple, le Maroc de 2020, de 2030, d'accord? C'est ce qui nous permet finalement d'anticiper la relève, qui est les jeunes et les personnes qui vont à l'école aujourd'hui. C'est-à-dire que ne pas être dans le statique, mais être dans le futur. Si on arrive à rehausser l'entrepreneuriat comme une priorité nationale aujourd'hui, et surtout prouver que c'est une nécessité, que c'est un virage extrêmement important pour le Maroc de 2020, il va de soi que l'éducation nationale au niveau des lycées permette de le faire. Et d'ailleurs, il y a une chose qui est extrêmement curieuse, c'est qu'on a tout le temps parlé au Maroc du problème de l'adéquation entre l'offre et la demande par rapport à l'emploi. Et cette adéquation-là n'a pas été faite parce que justement, on n'a pas essayé de se mettre en perspective. C'est-à-dire, on ne s'est pas demandé quels sont les emplois dont le Maroc a besoin en 2020 pour pouvoir les préparer. Il y a des secteurs qui sont en recherche d'emploi et d'autres qui ont du chômage massif. Et c'est des choses qui demandent de l'anticipation. Et ben, c'est exactement la même chose pour l'entrepreneuriat. Merci beaucoup. On va aller vers Smaïl Touri. J'aimerais vous demander votre regard sur cette question et de manière, j'ai envie de dire, un peu plus pragmatique, plus terrain, plus réaliste sur quel type de mécanisme pouvons-nous actionner pour faire en sorte à ce que ce système éducatif forme plus d'entrepreneurs, à ce qu'on ait un meilleur regard sur l'entrepreneur et à ce que ces modèles de réussite donnent envie à d'autres jeunes de venir taper aux portes de personnes qui ont déjà une longue expérience et de chercher à progresser. Merci pour la très longue question. Donc, j'essaierai d'être plus court que la question dans ma réponse. Mais en gros, première chose, c'est je n'interviens pas ici en tant que banquier. J'interviens en tant que polytechnicien qui a été entrepreneur, qui l'est toujours au fond de lui, qui l'est aussi sur le plan de l'entreprise sociale, puisque je suis impliqué dans de nombreuses associations, j'en dirige certaines, j'ai même créé d'autres associations. Donc j'ai cette expérience et cette fibre qui reste en moi.
Et puis j'ai en même temps l'autre casquette, qui est que j'ai des responsabilités au sein d'une très grande entreprise. Donc je vois comment ça se passe de l'intérieur, comment de l'intérieur je vois que les jeunes entrepreneurs sont traités. Parce qu'au fond, pour démarrer une entreprise, mais surtout pour la pérenniser, on a besoin de marché. Le premier marché, on a beau être exportateur, je pense que c'est une exception, de lancer une entreprise qui, dès le début, est à 100% à l'export. Mais en général, on a besoin d'un marché local, voire de proximité, qui va permettre de constituer son produit, de vérifier sa compétitivité, de en permanence être à l'écoute de son marché. Et donc, si ce marché-là, lui-même, il n'est pas présent, il ne fait pas confiance, il ne coopère pas, on a très très peu de chances de voir cette entreprise-là se pérenniser, se développer, puis devenir exportatrice, voire même simplement employer plus que 10 personnes. Tout à l'heure, on l'a vu, il y a une espèce de plafond de verre qui fait que pour celles qui survivent, et c'est déjà une très grande minorité, elles vont plafonner à 10 salariés, ce qui est à peu près le cas de l'entreprise que j'ai créée, moi, à l'âge de 30 ans. Donc, je dirais, je préférerais que ce soit plus interactif si on y arrive, mais j'ai plusieurs témoignages à apporter. D'abord, pourquoi est-ce que j'ai été entrepreneur? Pourquoi j'ai préféré ensuite revenir au salariat? Qu'est-ce que j'ai constaté dans une grande entreprise qui peut être utile? On va laisser ça pour la conclusion. Sur comment une grande entreprise peut jouer le jeu et qu'est-ce qu'on peut lui demander. Maintenant, si je parle de l'école et comment est-ce que cet esprit d'entreprise est né chez moi, je dirais que il est vraiment né plutôt aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est après un début de carrière au Maroc, qui était essentiellement dans le salariat, même si ma deuxième expérience de salarié était dans une entreprise en création, qui était Casablanca Finance Group à l'époque, aujourd'hui CFG Group. Donc c'était vraiment du quasi-entrepreneuriat. Il fallait créer son marché avant même d'opérer. C'était la période des réformes financières, etc., que j'ai vu de près. J'étais le 7e salarié. J'ai géré à la fois l'informatique et la recherche, etc. Donc j'ai eu un petit soupçon de ce que c'est être un entrepreneur et finalement façonner son environnement soi-même. Pendant qu'on marche, on crée son propre marché. Mais le vrai déclic est venu aux États-Unis. Donc à la fois dans les études de MBA à Harvard, où je voyais que les gens qui avaient devant eux la possibilité d'avoir les meilleurs jobs salariés avec plusieurs centaines de milliers de dollars au recrutement, préféraient aller monter quelque chose de bricolé dans un petit atelier, parce que derrière, ils savaient qu'ils étaient dans une société qui, d'une part, allait leur procurer un marché immense, et ensuite aller reconnaître leur travail et leur prise de risque en les rendant extrêmement riches. Donc ça, c'est le premier déclic. Le deuxième déclic, c'est qu'immédiatement après, j'ai travaillé chez Morgan Stanley à la période de la bulle Internet. Donc j'étais là à faire du Excel, d'accord, et à aider des entrepreneurs que franchement, je ne trouvais pas particulièrement intelligents, à lever systématiquement plusieurs centaines de millions d'euros sur des bases de valorisation incroyables. Donc ça, c'est le deuxième déclic. On se dit finalement, l'argent n'est vraiment pas le point de blocage, l'argent existe, les gens font confiance, il suffit d'être, je dirais, correctement structuré et bien démontrer le potentiel de marché qu'on a en face de nous. Donc il y a plusieurs verrous que moi aussi je traînais finalement, qui sont le fruit d'une éducation de société, qui ont petit à petit sauté. Bon, ensuite, il y a des opportunités qui dépendent des personnes. Je pense que le facteur chance est aussi présent. Mais si je dois décrire un petit peu le système scolaire ou le parcours éducatif qui m'a poussé un jour à être entrepreneur et en tout cas à garder toujours cette mentalité, c'est quand même plutôt aux États-Unis que je l'ai acquis. Quels sont ces ingrédients? Qu'est-ce qui fait la différence et qu'est-ce qu'on peut retenir à mettre en œuvre chez nous dans notre système scolaire? J'ai été très impressionné par les propos de Monsieur le ministre qui a, de manière très synthétique, finalement expliqué tous les verrous qu'il faut faire sauter. Nous sommes intervenus avec une association que j'ai fondée il y a 2 ans, samedi, dans une école, dans un lycée, le lycée El Ibn Abdallah Nouassar. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un certain nombre d'ateliers thématiques où on a mis en face d'eux des gens qui avaient que 10 ans de plus qu'eux et qui avaient déjà bien réussi le démarrage de leur métier, de leur profession. Et donc, au début, c'était assez glacial. Donc, les élèves ne posaient pas de questions, ou alors quand ils posaient une question, ils disaient « c'était quoi vos notes au bac ?» ou des choses comme ça. Et ensuite, petit à petit, il y a eu une vraie connivence entre cette salle de classe et des gens qui avaient 10 ans de plus, qui, pour la plupart, étaient passés je dirais par le système d'enseignement public,
et qui racontaient des choses qui étaient du vécu pour les élèves. Donc, pour moi, la chose la plus fondamentale, c'est de laisser ce lien permanent pour que les élèves se reconnaissent. Pas nécessairement dans des success stories. Ça peut être même des gens qui sont salariés, mais qui en veulent. Je dirais, les professeurs, bien sûr, certains vont s'adapter, d'autres pas. Je ne sais pas si la majorité pourra s'adapter. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que dans le reste de la société, à travers le tissu associatif, il peut y avoir des prises de contact régulières entre les élèves et des témoins de la société civile qui vont leur donner envie de continuer, qui vont développer les 5 grands thèmes que vous avez, à juste titre, jugés primordiaux. Bon, l'autre expérience, je laisserai sûrement les moments en parler, c'est J'ai une dernière question. J'ai une dernière question. Comment est-ce que, d'après vous, on peut réveiller l'ambition chez de jeunes enfants qui sont en cours de formation, y compris dans des lycées ou à l'école primaire? En fait, chacun d'entre nous, et tout à l'heure ça a été dit, j'ai trouvé ça merveilleux. Je pense que c'est M. Rbej qui a cité Mark Twain. Je pense que chacun d'entre nous a quelque chose de caché. Et donc, à force d'être exposé à différentes situations, on finit par trouver ce qui fait vibrer. Je pense que là aussi, c'est fondamental de trouver le brin de passion qui fait qu'on a plus envie de faire ça que faire autre chose. Et donc, il n'y a pas de secret. Je pense que c'est comme dans un investissement. On diversifie ces investissements pour avoir un rendement moyen et le moins de volatilité possible. Si je devais finalement schématiser, je pense que l'approche qu'on a eue avec les Global Shapers de Casablanca le samedi, qui était de dire je fais différents ateliers, et en plus je fais un atelier transversal qui est comment est-ce que je me vends, comment je fabrique un CV, comment j'explique qui je suis, finalement, il y a au moins dans chaque classe 2 ou 3 élèves qui ont envie de ressembler à la personne qui leur parle. C'est clair. Merci beaucoup. Je viens à vous, Leïla Mamou. Alors, je vous ai présenté tout à l'heure avec l'ensemble de vos engagements dans un certain nombre d'associations. On va refaire le tour d'abord de ces expériences. J'ai envie, pour commencer, vous demander qu'est-ce qui fait que vous engagez, vous, dirigeants d'entreprise, dans ces sujets d'entrepreneuriat auprès de jeunes, et qu'est-ce qu'on doit retirer de votre expérience? Bien. Alors d'abord, pourquoi on y est je n'y suis pas à titre personnel uniquement, mais avec mes équipes. Donc j'ai 2 vies. Je dirige une société, et il y a 5 ans, on a voulu fêter les 20 ans de cette société. On s'est dit, OK, on va faire une belle fête, on va s'éclater, mais finalement, on apporte quoi à la société? Quel est notre rôle, au-delà de dire qu'on a une belle paire de marché, qu'on fait de super dividendes, etc. Et l'idée est venue des équipes en disant, on va aller vers l'extérieur, on a monté un premier accord avec le GIS, on a commencé à faire des cours de soutien dans des écoles primaires, dans les écoles les plus défavorisées. Et c'est là que ça a commencé. Après, les enfants, c'était très difficile parce qu'il faut vraiment être armé pour diriger une classe d'enfants de 8-9 ans. Émotionnellement, il faut être prêt. Et donc, j'ai préféré aller vers le collège, le lycée, les universités à travers plusieurs associations. Je suis une femme de terrain et j'ai besoin, quand on dit il y a 16% qui arrivent à l'université, j'avais besoin de comprendre tout le cursus. Donc, j'interviens dans le primaire, dans le collège, dans le lycée et dans les universités. Et après, pour leur apprendre justement à se vendre. Et l'idée, c'est vraiment, pourquoi on fait ça? Parce que tous les jours, on a des problèmes de recrutement. Tous les jours, on se dit, mais où sont les ressources? Le taux de chômage qui est important, il y a inadéquation. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut améliorer justement les ressources humaines et ces jeunes qui arrivent sur le marché? Moi, c'est vrai qu'il faut penser à 2020, à 2030, mais moi, quand je me lève le matin, ce qui me fait réveiller, c'est de se dire, fin juin, on va avoir à peu près 150 000 étudiants qui sont là, qui ont fini, qui sont les 16% qui sont les plus chanceux, mais qui ne sont pas armés. Alors, on ne va pas revenir au problème de l'éducation. Monsieur Belmkhtar en est conscient, il a fait un excellent diagnostic sans langue de bois. Et de dire comment est-ce qu'on peut contribuer. C'est pas, on va contribuer comment? Eh bien, en allant parler dans les collèges, dans les lycées. Tout à l'heure, j'ai rêvé que les discours qui ont été faits ici, dans cette salle, j'ai rêvé que ces discours soient faits dans les universités.
Parce que c'est les élèves qui ont besoin d'entendre ce genre de discours, de comprendre c'est quoi quelle est la peur de l'échec, c'est quoi l'estime de soi. C'est eux qui ont réellement besoin. Et ils ont besoin que ce soit nous, les personnes qui travaillons, on peut être entrepreneur, on peut être salarié, pour pouvoir ouvrir le champ des possibles. Qu'est-ce qu'on fait Quelles sont les 2 actions sur lesquelles j'ai envie de développer dans cette table ronde? C'est ma participation au niveau de Injaz Maghreb et au niveau d'Enactus. J'ai la particularité d'être toujours aussi bien administrateur que bénévole sur le terrain. J'ai toujours besoin de faire le lien et de comprendre quand on prend une décision dans un conseil d'administration, est-ce qu'elle est réellement en lien avec le terrain. Au niveau de Injaz, c'est quoi? C'est une association qui est créée depuis 7 ans. On a quand même formé à peu près 50 000 jeunes. Tous les ans, on prépare à peu près 150 à 200 entreprises jeunes faites par des étudiants. J'ai moi-même suivi 2 classes, une à lycée Moulay Abdallah, une à lycée Khawarizmi, où dans le cadre du compagnie programme, on apprend aux lycéens de première comment on les accompagne pendant toute une année. Ça ne demande rien, ça demande 2 heures par semaine. 2 heures, on peut les trouver. C'est le temps d'un déjeuner. On peut faire sauter un déjeuner et se dire je fais 2 heures et je vais rencontrer 30 élèves qui n'attendent que ça et leur apprendre comment on monte une société. Et on monte une vraie société avec des actions, avec 20 dirhams par action. Donc on met de l'argent dans cette société, on crée le produit, on le vend, on réalise des bénéfices. Après, on dissout la société pour la mettre en compétition. Et moi, j'ai eu des élèves du lycée Moulay Abdallah qui, après la compétition, ils ont gagné tellement d'argent dans le produit qu'ils ont mis en place qu'ils ont passé, je les ai accompagnés pendant tout l'été, ils ont continué à commercialiser et ils se sont fait de l'argent de poche. Et ça me ramène à une idée, on n'arrête pas de dire qu'est-ce qu'on doit faire dans le système éducatif, dans l'école, pour pousser à l'entrepreneuriat. Mais moi, la question que je me pose, pourquoi nos enfants ne travaillent pas l'été? Pourquoi nos enfants ne font pas les petits boulots d'été? Pourquoi quand ils sont à l'université et qu'ils rentrent au Maroc, ou bien ceux qui sont là, eh bien, ils passent les 3 mois à tourner en rond? Pourquoi ils ne vont pas bosser? Et s'il n'y a pas de travail rémunéré, pourquoi ils ne vont pas faire de l'associatif? Et c'est là, peut-être, c'est aussi un autre canal pour pouvoir créer cette envie d'entreprendre. D'abord comprendre ce que c'est que le monde du travail. Et venir parler aux élèves, c'est bien, mais le vivre au quotidien, envoyer ses enfants travailler, bien sûr, il faut qu'il y ait un cadre, mais il y a beaucoup de familles qui ont besoin que les enfants travaillent, mais ça ne se fait pas. Et 80% des élèves qui veulent monter une entreprise ou aller vers l'entrepreneuriat, ces 80% sont dissuadés par les parents et par l'entourage. Donc, au niveau de la compagnie programme, on apprend aux élèves à monter une société. J'interviens aussi dans le collège et c'est extraordinaire quand on arrive. On est quoi? On est 10 personnes de la société, c'est pas énorme. Un samedi matin, c'est un samedi par an, c'est pas énorme comme mobilisation. Et on va prendre 4 classes d'un coup. Et on va apprendre à ces jeunes de 14 ans, à 8 heures du matin, ils ne savent pas qui on est. À midi, ils ont construit une carte postale. Ils savent comment on l'a construit, combien elle a coûté parce qu'on leur a fait acheter la matière première. Et à midi, ils savent s'ils veulent la vendre, combien ils vont gagner dessus. En 4 heures, ce n'est pas énorme. Et ça nous a rien demandé. Mobiliser 10 personnes, on arrive à les trouver dans la société. Il y a aussi le 3e programme que je fais beaucoup, c'est d'aller dans les universités et de parler aux étudiants pour leur dire de se prendre en main, d'arrêter d'attendre que l'université fasse des choses pour eux. Sur Internet, on peut apprendre plein de choses. Ce qui manque, c'est l'esprit de curiosité. On est trop passifs. Enfin, les enfants sont trop passifs, les jeunes. Et plus on va aller les voir, plus on va aller les bousculer. Qui va aller les bousculer? C'est nous qui sommes dans cette salle. Et c'est tous les collaborateurs qui travaillent avec nous. Parce que je vous assure que quand vous créez cet esprit dans une entreprise, quand vous partez avec vos collaborateurs, comme ça en task force, pour faire une action, quand vous revenez, ça vaut tous les consultants que vous allez payer pour venir travailler sur vos valeurs, sur votre culture d'entreprise et sur comment fédérer les équipes autour d'un projet commun. Ça, c'est un beau projet commun à mettre en place dans une entreprise pour pouvoir être utile et avoir du sens dans ce qu'on fait. Leïla Mamou, en tenant compte de cette expérience et on voit la passion que vous y mettez, la satisfaction que ça vous procure, qu'est-ce que vous avez envie de partager avec nous? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble demain? Qu'est-ce qu'on doit changer dans nos comportements?
Je m'adresse aux personnes qui sont dans cette salle, Ouais. qui sont donc des, Et qui sont aussi des leaders responsables, d'opinion. voilà, des responsables, des leaders d'opinion, des patrons d'équipe, parce que nos équipes, elles ne demandent aussi que ça, que de venir avec nous. Eh bien, c'est vraiment de ne pas garder cette frontière entre le monde privé et le monde de l'éducation. Rachid Ben Khassa nous a ouvert les portes avec une convention qu'on a signée il y a 1 an. On peut rentrer dans n'importe quel lycée, dans n'importe quel collège pour discuter, pour parler aux enfants. Et donc, moi, si j'ai une demande à faire, c'est, eh bien, descendons dans le terrain. Ça ne demande rien du tout. Est-ce que vous savez combien ça coûte un jeune qu'on forme à travers Ingez? Ça coûte 430 dirhams. Les 50 000 jeunes qu'on a touchés, finalement, ça nous a coûté uniquement 430 dirhams. Donc ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de mobilisation et d'être crédible. Nous sommes crédibles aujourd'hui pour parler à ces jeunes. Et donc, si nous, on ne le fait pas, comment est-ce qu'on va donner à ces jeunes l'envie de le faire? Quand sur Enactus, on fait 200 projets par an, on veut passer à 400 projets par an. L'idée, si on arrive uniquement à transformer 20% de ces 400 projets, on a gagné. Vous savez combien coûte un projet? 15 000 dirhams. Ce n'est pas énorme. Donc ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de mobilisation. Et ce qu'on a de plus précieux, nous tous dans cette salle, à donner, ce n'est pas de l'argent, c'est du temps. Et si on peut donner du temps, ça c'est vraiment... Merci beaucoup. Tarafa Marwan, merci. Président de la commission R&D et entreprises et relations avec l'université au sein de la CGM. Nous avons des blocages dans notre société. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont, on parle de verrous, quels sont des blocages dans notre société, dans notre manière d'être? Dans votre regard, dans votre expérience, ce sur quoi vous travaillez au niveau de la CGM, quels sont ces blocages et qu'est-ce qu'il faut faire pour déverrouiller? Bien, bonjour à tous. Je pense que le premier blocage, ce n'est pas un blocage. En fait, il y a un mur entre le monde de l'entreprise et l'éducation. Donc c'est l'histoire un peu qu'il a voulu. Mais l'un des points qui est fondamental, donc il y a l'entrepreneuriat, comme vous avez dit, de nécessité. Il y a l'entrepreneuriat d'opportunité, mais aussi l'entrepreneuriat social. L'entrepreneuriat social, donc, ne distribue pas de dividendes. Alors, dans la situation, l'une des raisons, en fait, tout à l'heure vous disiez qu'il n'y avait pas de X entrepreneurs. Non, je pense qu'il y en a beaucoup. Et je vais revenir à cette question-là parce que souvent, on a du mal à définir cette notion d'entrepreneur. Est-ce que ça veut dire qu'on écarte d'un côté tous les cadres de l'administration, tous les cadres du privé? Est-ce que finalement, tous ces gens qui travaillent ne sont pas entrepreneurs? Donc déjà, la définition de l'entrepreneuriat, pour qu'on la partage de façon précise, c'est un individu qui entreprend un projet où la conduite du changement est importante et qui doit apporter de la nouveauté à l'environnement. Et qui prend des risques quand même. Hein. Alors, on l'avait d'Alami insisté là-dessus. Il prend des risques. Ça, c'est la définition de l'entrepreneuriat. Ensuite, en termes de comportement, parce que le problème du système éducatif au Maroc, d'ailleurs, je peux dire un peu comme en France, c'est qu'on s'est plus intéressé à l'instruction plutôt qu'au comportement, à l'éducation. Et quand on parle de comportement chez l'entrepreneur, donc on ne parle pas de compétences métiers, on est souvent sur les comportements entrepreneuriaux. Donc l'initiative, la prise de risque. Alors quand on dit prise de risque, il faut faire attention aux jeunes étudiants quand on leur dit. Les entrepreneurs, ce sont des gens, bien entendu, qui prennent des initiatives créatrices de valeur, qui saisissent des opportunités, qui sont innovateurs, qui sont dans la conduite du changement, mais qui prennent toujours des risques mesurés, calculés. Donc, sinon, il y aurait l'hécatombe. L'autre problématique, c'est par rapport au profil, donc dans la formation. Donc, qu'est-ce qu'apporte réellement l'école? Alors, logiquement, l'école primaire devrait surtout apporter un système de valeurs et l'autonomie et l'initiative. L'école primaire. Au secondaire, donc, c'est plus l'esprit critique qui doit être développé. Effectivement, si on enlève la philosophie au second cycle, forcément, il n'y aura pas d'esprit très critique, et c'est important. Et puis, il y a surtout le mur qui s'est créé entre l'université et le monde de l'entreprise. Quand je vois les programmes de formation d'entrepreneuriat, ils sont souvent académiques.
comme si, parce que dans ces cas-là, c'est souvent des programmes de formation portant sur comment faire un business plan, comment développer une stratégie marketing, comment développer une stratégie de communication. Donc en fait, on pourrait faire l'économie puisque tout ça existe dans les livres. Or, la problématique de la formation de l'entrepreneuriat, elle est plus comportementale et si l'université développait des formations en associant plus les cadres d'entreprise, en faisant travailler les gens plus sur des projets qui sont en rapport et développés au niveau d'entreprise, si on travaillait plus sur des brevets avec l'entreprise, tout ceci ferait qu'on aurait des comportements réellement d'entrepreneurs. Donc voilà, il y a aussi le contexte qui aide. Alors souvent, on a parlé du programme Crédit Jeune Promoteur. En fait, ce qu'il faut savoir, même dans les autres pays, souvent même quand l'offre est généreuse, elle est peu ciblée. Parce que dans le cas du Crédit Jeune Promoteur, et même après pour Mokawalati, c'est que l'offre elle est peu généreuse et peu ciblée. Donc logiquement, quand on a peu de moyens, on cible mieux. Et d'ailleurs, vous l'avez dit, dans le lancement dans le cas des startups, il faut savoir que les 2 ou 3 premières années sont fatidiques. On a vu le taux de mortalité. Donc il faut plutôt intervenir sur celles qui existent ou celles qui sont plus ou moins ciblées dans des contextes donnés pour pouvoir les aider à décoller. Sinon, c'est l'hécatombe aussi. Alors, les contextes qui aident sont surtout des contextes qui sont du domaine de l'administration, qui peuvent être juridiques et qui permettent bien entendu donc de créer de nouvelles formes d'entrepreneuriat. Donc on le voit avec le statut du jeune entrepreneur, auto-entrepreneur, mais également donc il y a tous les changements d'innovation technologique. Alors, il faut savoir que même, j'ai pris le cas de la France, juste pour savoir qu'en général, les jeunes entreprises sont créées à 53-55% par des formations de CAP et de BEP, qu'en gros, la majorité des secteurs, principalement à 70-60%, c'est le secteur des services. Les IT ne font que 4%, et donc l'industrie est absente. Parce qu'en règle générale, pour réussir, je pense que je parle à l'audience qui a l'habitude des plans stratégiques et de la stratégie, on a besoin de 2 choses principalement pour réussir. Que ce soit une politique sectorielle ou une politique en entreprise, on a besoin du capital humain et du capital. Et sans capital humain formé, sans système éducatif basé et orienté vers l'anticipation du marché de l'emploi et des activités économiques nouvelles, on ne peut pas réellement développer une vraie culture d'entrepreneuriat. Merci. Je vais aller vers vous, Franck Paca, et on va aller droit au but. Il y a quand même des X qui sont entrepreneurs. Je vous remercie pour la question. Oui, voilà. Donc effectivement, non, mais j'ai bien apprécié la remarque de Youssef Chakor, qui disait qu'on avait été obligé de le faire intervenir ici puisqu'on n'avait pas trouvé d'X entrepreneurs. Mais moi-même, quand je suis revenu à l'école polytechnique en 2010, eh bien, je ne soupçonnais pas qu'il y avait autant d'X entrepreneurs. Donc effectivement, après, avec Jacques Biot, on s'est intéressé aux X entrepreneurs et on a constaté qu'il y en avait quand même énormément. Alors ça, c'est une caractéristique de l'école polytechnique. Très souvent, les élèves font preuve d'initiative et font preuve, comme va dire Jacques Biot, d'audace et puis d'indépendance et vont devancer un petit peu les souhaits de la direction de l'école de se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc effectivement, il y a énormément d'X qui sont entrepreneurs, on en découvre de plus en plus. Et certains sont très discrets d'ailleurs, et donc c'est pour ça qu'on a du mal à les déceler, mais au fur et à mesure, eh bien, on arrive à les découvrir. Et la principale nouveauté, c'est qu'on essaye effectivement de mettre en place tout un écosystème pour essayer d'accompagner les élèves qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et aussi essayer aussi d'en pousser quelques-uns parce que ce n'est pas forcément spontané pour tout le monde. Oui, je voulais justement au sujet de ce que vous faites au sein de l'école revenir à cette question d'entrepreneuriat. Vous avez fait
de l'entrepreneuriat un axe aujourd'hui qui est présent dans la vie de l'école. Comment ça s'est opéré? Quels résultats? Et qu'est-ce que vous pouvez partager avec nous? Alors effectivement, avec l'arrivée de Jacques Biot comme président, on a rajouté un troisième axe aux missions de l'école polytechnique, qui était l'enseignement et la recherche. Donc on a rajouté l'axe entrepreneuriat. Comment est-ce que ça s'est déroulé? Ça dépend, j'ai le droit de dire ce que je veux. Non, parce que ça va être tweeté, donc non, pas forcément. Et, non, vous alors, pouvez dire ça c'est off et on ne le tweetera pas. Voilà. Allez. Donc en fait, ça s'est plutôt bien passé. Ça dépend à qui on s'adresse, bien entendu, hein. Donc effectivement, ça s'est plutôt bien passé quand on s'adresse aux élèves qui ont vu certaines opportunités et qui ont joué le jeu. On a mis en place certains enseignements spécifiques qui ne sont pas des enseignements où on vous explique comment fabriquer une start-up, mais c'est plutôt des enseignements qui sont tournés vers le do-it-yourself, c'est-à-dire c'est plutôt des projets que les élèves doivent mener en groupe. On s'aperçoit par exemple que, je pense que c'est vrai à l'école polytechnique, mais c'est vrai dans le supérieur en général, les gens ont l'habitude de faire des projets seuls, mais faire des projets en groupe à 5 ou 6, eh bien, c'est déjà pour des jeunes, c'est déjà un problème. Ils doivent comprendre un petit peu comment on fait pour se différencier dans le groupe, comment est-ce qu'on fait pour utiliser les compétences de chacun, parce que évidemment le jeune il a l'impression qu'il sait tout faire, il va pouvoir tout faire, mais il y en a un qui va être bien meilleur en communication, l'autre qui sera bien meilleur sur les aspects techniques, etc. Et donc en fait on essaye de développer ce genre de projet à l'école polytechnique, et ça fonctionne très bien, et on le fait aussi en liaison avec les entreprises, c'est-à-dire qu'on va chercher des projets dans les entreprises, et même les entreprises nous proposent des projets spontanément que l'on fait traiter par des équipes d'élèves, de façon à ce que, de temps en temps, ça donne lieu à la création d'entreprises au bout d'un certain nombre d'années. Et puis maintenant, pour vous dire la vérité, après, bon, il y a certaines parties du corps professoral qui ont du mal à se mettre à cette formation à l'entrepreneuriat qui est un petit peu hands-on, oui. Voilà, et qui ne se fait pas forcément dans les amphis, et puis, mais plutôt sur le terrain. Voilà. Est-ce que le travail que font ces étudiants avec les entreprises est souvent un travail technique, technologique, de résolution de problèmes complexes qui amène à développer cet esprit d'entrepreneuriat? Alors, pas forcément. De temps en temps, les entreprises nous posent effectivement des problèmes qui sont des problèmes techniques, enfin, posent aux élèves des problèmes qui sont des problèmes techniques, et les élèves vont, avec l'aide des enseignants et des chercheurs des laboratoires, essayer de résoudre ces problèmes techniques et d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut, après, mettre la solution sur le marché. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi, comme ça a déjà été rappelé, que c'est bien d'avoir des grandes idées, mais il faut de temps en temps se préoccuper de savoir s'il y a un marché pour les idées qu'on développe. Et très souvent, on s'aperçoit que nos élèves, ils ont un petit peu une vision un peu naïve de l'entrepreneuriat au départ et ne s'intéressent pas forcément au marché. Mais donc, il y a un petit peu la qualité des projets est très, très variable. Il y a des projets très techniques et puis des projets qui le sont beaucoup moins, qui vont être des projets de restructuration d'une partie de l'activité d'une entreprise, etc. Mais il y a souvent des projets qui sont issus des élèves, que les élèves se sont posés une question et ont essayé de résoudre le problème, et puis ont mené à bien cette étude jusqu'à la création d'une entreprise. Franck Paquin, on comprend bien la nécessité d'accompagner le changement chez les enseignants, pas toujours évident. Vous êtes certainement allé voir des modèles ailleurs dans le monde pour regarder ce que font d'autres universités en la matière, pour pouvoir faire de cet axe un axe déterminant dans ce qu'est l'ADN aujourd'hui Polytechnique. Quels enseignements vous avez tirés? Alors effectivement, on s'inspire un petit peu de ce qui se passe à l'étranger, mais comme ça a été rappelé à plusieurs fois, il faut toujours s'adapter, c'est-à-dire que toutes les recettes qui ont fonctionné au Japon ou aux États-Unis, etc., ne fonctionneront pas forcément dans un autre pays, dans un autre contexte. Et même des recettes qui ont fonctionné en France ne vont pas forcément s'adapter au public des étudiants de l'école polytechnique. Et donc, à chaque fois, on essaye de voir quelles sont les idées intéressantes et les idées qui peuvent s'adapter. Par exemple, je vais donner un exemple. Je discutais avec un responsable de la National University of Singapore. Et en fait, ils envoient leurs étudiants dans la Silicon Valley pendant un stage de 6 mois, pendant lesquels ils vont être confrontés à des startups qui sont vraiment en phase de démarrage.
Et ces étudiants, comme Singapour a beaucoup de moyens, ces étudiants reçoivent le soir des cours pour essayer d'analyser ce qu'ils ont appris dans la journée dans les startups. Et ça leur donne une première expérience. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on va essayer de copier à l'école polytechnique. Alors pas forcément en envoyant les élèves les élèves à Singapour ou en Californie, mais en envoyant des élèves pour des projets dans des startups pour bien qu'ils comprennent comment se passe le début de la création d'une entreprise. Certains en reviendront émerveillés et puis d'autres en reviendront déçus. Mais ça nous semble que c'est une expérience intéressante. Merci beaucoup. Vous pouvez les envoyer à Tanger ou à Agadir. Ils vont apprendre rapidement à se débrouiller face à la complexité et aux réalités d'un pays en émergence. Je voudrais, avant de revenir à nos différents intervenants, parce que je sais qu'ils ont envie les uns les autres de réagir après les interventions qu'on a écoutées, je voudrais rappeler que les hôtels sont à votre disposition. Vous pouvez leur demander les tablettes pour poser les questions. Et je voudrais aller vers Malika Hamid-Douche en la remerciant de faire le tri et de nous donner les quelques 2 ou 3 sujets sur lesquels vous intervenez, vous réagissez pour faire réagir directement nos invités de ce matin. Alors, merci à tous pour vos questions. J'ai beaucoup de questions, notamment sur Twitter, concernant le statut de l'auto-entrepreneur. Donc, c'est pour le camarade et ministre Mamoun Bouhdoud. Le statut de l'auto-entrepreneur, comment et en quoi pourra-t-il encourager l'entrepreneuriat chez les jeunes ? Deuxième question, c'est pour le ministre Belmokhtar. Comment pousser les jeunes à innover de manière pratique? Comment préparer l'avenir en changeant la manière de faire et la manière de penser? La troisième question, c'est pour notre camarade Smaïl Doueri. Comment les grandes entreprises pourraient-elles s'impliquer dans la création de start-up? L'essaimage pourrait-il être une piste pour développer la fibre entrepreneuriale au Maroc? Merci. Je vais compléter parce que c'est une très bonne question, cette dernière question. Est-ce qu'on peut imaginer un rôle des grandes entreprises en termes d'essaimage? Il y a beaucoup d'expérience déjà dans notre pays, il faut le dire, mais cette question m'inspire pour une question pour Rachid Belmokhtar. Est-ce qu'on peut imaginer certains de vos enseignants se transformer en entrepreneurs, monsieur le ministre? Est-ce que vous pouvez lancer un concours de Mouallim Moukawil pour imaginer que, oui, parce que pour opérer le changement, c'est peut-être aussi donner la possibilité à ces instituteurs de dire, nous pouvons pas, vous savez, moi c'est terrible, quand on me dit, les gens d'administration ne font jamais rien, c'est lourd, etc. Je dis, c'est pas possible, je connais tellement de gens d'administration qui font un travail énorme, qui bossent en dehors des heures, etc. C'est juste pour ne pas généraliser, parce que je suis convaincu qu'il y a des talents exceptionnels chez vous. Voilà, une question en complément. Mamoun Bouhdoud, première réponse. Alors, le statut de l'auto-entrepreneur, où en est-il et comment il peut aider les jeunes? Déjà, pour qu'on puisse avoir de la crédibilité, il faut que les actions qu'on mène dans le cadre du gouvernement soient en ligne avec ce qu'on dit. Et d'ailleurs, ça fait partie d'un des défis qu'on aura probablement pour les générations qui viennent, c'est la crédibilité de la parole politique, et parce qu'il faut la lier fortement aux résultats. Et donc, si je défends ces idées, il faut que ce que j'applique puisse les représenter, puisse les transmettre. Pour ce qui est du processus, la loi est bouclée, elle a été votée dans les 2 chambres et les décrets d'application sont arrivés. Donc le statut est opérationnel. Maintenant, on prend des risques avec ce statut, on bouscule certaines lignes. Ça n'a pas été simple, hein. Ça a été très très difficile, il a fallu être patient à des moments, accélérer à d'autres, faire passer ses idées, et souvent on a eu affaire à des mentalités qui ne sont pas forcément en ligne avec ce qu'on a à faire. Donc il faut être sûr et certain que la mise en œuvre soit parfaitement réalisée. Donc on a pris la décision de travailler sur un premier pilote qui est en train d'être fait. Et donc lorsque ce premier pilote, où probablement il y aura certaines imperfections qui en ressortiront, sera amélioré, on le généralisera. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il s'adressera à un public très très large, de seniors, de diplômés chômeurs, de jeunes, qui ont envie de tenter cette expérience de la création d'entreprise. Et quand je dis qu'il faut être en ligne avec ces idées, c'est que si on veut, par exemple, démystifier l'échec au Maroc,
l'échec de l'entrepreneuriat. Ce statut le permet. C'est-à-dire que ce que j'ai réussi... Ça veut dire qu'il ne va pas en prison? C'est justement, hein, c'est Non, exactement mais il ça. faut parler concrètement, c'est ça la réalité. Mais vous savez, c'est des débats qui sont très très difficiles. Lorsque vous devez faire passer un article au niveau du Parlement pour dire que votre domicile est insaisissable dans tous les cas, même en cas d'échec, c'est des mentalités que vous bousculez. Parce qu'on a des référentiels, on a des benchmarks qui sont complètement différents. On a réussi à obtenir ça, et je pense que c'est magique, bravo. Je pense que ça, c'est du concret, c'est quelque chose qui peut être appliqué. Donc, la possibilité de le faire. La deuxième chose, c'est qu'on parle de simplicité et de clarté, notamment au niveau fiscal. Il faut que ce soit représenté. Donc, un des principes fondamentaux sur lequel il était inconcevable de lâcher, c'est que juste avec sa carte d'identité nationale, il fallait avoir accès à ce statut. Et ça, c'est très, très important. Et c'est très difficile à faire. Parce que pour créer une entreprise, il faut un certificat négatif, il faut un registre de commerce, il faut des statuts, il faut aller chez la fiduciaire, etc., etc. Donc, ça suppose de faire un nouveau registre national des auto-entrepreneurs. Mais ça doit être notre problème. C'est-à-dire qu'en front office, les auto-entrepreneurs doivent avoir un seul interlocuteur et doivent avoir cette... Mais c'est à nous de régler ces problèmes en back-office. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. Et le deuxième axe, c'est que comme on peut pas, on est obligé de s'adapter à la réalité de ce qui existe au Maroc. Et on a énormément parlé de l'entrepreneuriat d'opportunité et l'entrepreneuriat social. Et ce statut s'adresse à ces deux catégories. C'est-à-dire qu'il s'adresse aussi bien à la personne qui est au plombier, qui a besoin de simplicité pour rentrer dans l'écosystème entrepreneurial et qui a besoin de ne pas qu'on ne lui complique pas les choses et qu'il doit avoir aussi accès à ce statut. Mais il s'adresse aussi aux jeunes créateurs de sites internet, aux jeunes qui sont dans l'innovation. Ces personnes-là qui ont une idée, qui veulent matérialiser, concrétiser, qui veulent créer un site internet, aujourd'hui, ils sont obligés d'avoir un bail, ils sont obligés d'avoir une entreprise, ils sont obligés d'avoir des statuts. Là, avec ce qu'on permet, c'est qu'il peut domicilier son activité chez lui, et avec sa carte d'identité, il peut commencer à travailler le lendemain. Donc, c'est des choses qui sont concrètes et qu'on a réussi à faire. Et le troisième axe, c'est lorsqu'on parle d'écosystème. Lorsqu'on parle d'inclusion, par exemple, une inclusion financière, il faut aussi qu'elle soit matérialisée. Donc, il faut que ces gens-là puissent avoir la possibilité d'ouvrir leur compte au niveau des banques. Donc, c'est ce qu'on a réussi aussi à obtenir. Parce que ce qui est important, c'est lorsqu'on arrive à avoir des entrepreneurs qui n'ont pas peur de l'échec, vous créez la pépinière, l'antichambre des entrepreneurs et des entreprises de demain. C'est-à-dire que les meilleurs d'entre eux ne doivent pas avoir vocation à rester toute leur vie auto-entrepreneurs. Il faut qu'ils puissent l'utiliser comme tremplin pour devenir les PME pérennes de demain. Lorsqu'on a fait la stratégie d'accélération industrielle avec Moulay Hafid Al-Alami, on a observé que, par exemple, notre industrie n'avait pas de profondeur. Les locomotives existent, mais le premier rang de fournisseurs n'existe pas, et surtout le troisième rang n'existe pas. Et on est obligé de baser l'industrialisation de notre pays verticalement et toucher la TPE, voire même l'auto-entrepreneur. Et il y a un chiffre qui nous a marqué, c'est lorsque vous comparez l'évolution d'un pays comme le Maroc et celui d'un autre qui a su passer au stade de l'émergence comme la Turquie, il y a à peu près 44% de TPE au Maroc, 47% de TPE en Turquie. Mais au niveau du chiffre d'affaires global, les TPE marocaines ne représentent que 2% du chiffre d'affaires global de l'industrie, alors qu'en Turquie, il est à 17%. Et la vraie différence est là. C'est quoi, c'est l'informel ? Non, ce n'est pas l'informel, c'est justement lorsque vous avez Renault, par exemple, au Maroc. Vous avez effectivement la locomotive qui est là. Mais le plus important, c'est d'avoir le tissu de fournisseurs de premier rang et les TPE qui fournissent les petits outillages qui permettent de développer. On parle d'intégration locale. Et c'est cette profondeur qui nous manque et c'est sur ça qu'on travaille. Et si ces TPE vont contribuer à générer les 500 000 emplois dans l'écosystème, ça fait partie ? Exactement, oui. Alors, exactement. Bien, merci beaucoup pour ces réponses. À titre d'information, Monsieur le ministre, je voudrais juste vous dire que j'ai reçu un appel récemment d'un Marocain qui est à Casablanca, qui est dans la chaudronnerie, qui a 12 employés. C'est un métier simple et n'a pas d'électricité. Ça, c'est la réalité de chez nous. Parce que quand il va chez l'IDEC, on lui demande d'aller chercher un papier à la commune. Et la commune, qui connaît le gars qui emploie 12 personnes,
lui dit, monsieur, tu n'as pas le droit de t'installer ici, mais tous les matins, il ouvre et il travaille. Et il dit, moi, on me loue le lieu, j'ai un problème. Je veux dire, des situations aussi saugrenues que ça dans notre pays, il y en a des milliers. On a besoin de balayer ces situations et de faire en sorte que l'entrepreneur puisse s'occuper, comme disait Youssef Chakor tout à l'heure, faire son métier, celui de l'entrepreneur. Monsieur Rajib El-Mokhtar. Oui. Alors, comment pousser les jeunes à devenir entrepreneurs? Alors, je pense que la première des choses, c'est qu'il faut essayer de changer une perception. La perception, je pense, c'est la suivante, c'est que les enfants sont en quelque sorte déjà pré-câblés pour penser que le plus important, c'est la sécurité. Et donc, le fonctionnariat est, je dirais, l'objectif à atteindre parce que c'est là où c'est tranquille et en même temps, il y a la sécurité, il y a tout ce qu'on veut. Donc déjà, il y a un problème de perception extrêmement fort. Là, il y a une action très importante qu'il faut faire, c'est justement de convaincre ces enfants, le plus tôt possible, je dirais, de l'utilité sociale d'abord de l'entreprise et de la valoriser et de valoriser ceux qui y travaillent. Je pense que c'est un élément fondamental, un élément de respect et un élément de dire que finalement les fonctionnaires ne seraient pas payés à la fin du mois s'il n'y avait pas des salariés. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et s'il n'y a pas de salariés, c'est parce qu'il n'y a pas d'entrepreneurs. Je pense donc que cette chaîne doit être expliquée, et le plus tôt possible. La deuxième chose, ce que je vous dis, ça fait partie des objectifs et des mesures. C'est la sensibilisation au métier. Nos enfants ignorent totalement quels sont les métiers qui sont possibles. Il faut donc très tôt, dès le primaire, donc c'est ce qui est prévu, faire une sensibilisation au métier pour que les enfants apprennent qu'il y a des métiers, que tous les métiers sont respectables et que tous les métiers donnent la possibilité de réussir. Ça, je crois que c'est un autre élément qui est extrêmement important. Ensuite, évidemment, on rentre dans des choses un peu plus compliquées. Peut-être que ceux-là sont plus compliqués que les autres dans la mise en œuvre, mais ceux-là sont plus compliqués parce qu'ils demandent un travail, je dirais, un peu plus longtemps. C'est tout le côté pédagogique. Autrement dit, l'aspect pédagogique, c'est-à-dire toute la manière dont se font nos cours, etc., doit changer totalement. Et ceci pour, justement, mettre en place donc, des systèmes beaucoup plus flexibles que ce que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire les programmes eux-mêmes doivent être revus à la baisse, je le dis tout de suite, nous avons une ambition de réduire les programmes en quantité, parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est le verre qui est trop plein et dans les trois quarts se déversent. Donc, revoir les programmes qui doivent être beaucoup plus axés sur une réalité qui doit être la réalité de la vie et la réalité sociale, pour que les programmes scolaires ne soient pas quelque chose qui sont à côté de ce qui se passe à l'extérieur de l'école. Ça, c'est très important. Et d'un autre côté, il y a toute l'organisation, parce que notre système n'a pas de flexibilité. Ces enseignants, on leur donne un cadre dans lequel ils doivent en quelque sorte bouger et qui ne leur permet à aucun moment de prendre des initiatives. Ça, il faut savoir ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut en quelque sorte aussi changer pour introduire la flexibilité et donner la possibilité aux enseignants d'avoir de l'initiative sans être sanctionnés. Parce qu'aujourd'hui, Quel rôle peuvent jouer les syndicats, monsieur le ministre? Alors, les syndicats, le seul rôle qu'ils doivent faire en ce moment, c'est m'appuyer pour que je réussisse cette réforme. Et je leur en ai déjà parlé. Parce que franchement, vous dites libérer l'initiative de l'enseignant, c'est extrêmement positif, c'est pour ça que je vous pose la question. Non, écoutez, je crois que les syndicats, j'ai d'excellentes relations avec eux. Je m'en réjouis, j'en vois un juste en face de moi. Et je pense que nous sommes tous convaincus que nous devons faire un virage au niveau de notre système éducatif, que nous ne pouvons pas et nous ne devons pas rater une opportunité supplémentaire de réussir. Et je crois que si tout continue comme ça ne peut que bien aller. Mais je continue dans ce que vous m'avez demandé comme question, pour dire qu'il y a ce côté évidemment pédagogique qui est important. Et puis, j'irai à ce qu'on peut appeler des actions très concrètes et démonstratives. Parce qu'il ne suffit pas tout simplement de penser que tout le monde, tous les élèves, tous, il suffit de leur parler d'entrepreneuriat ou de faire un certain nombre d'actions pour qu'ils réussissent. Non. Nous avons entrepris
grâce, je dirais, à l'intégration de la formation professionnelle dans le ministère de l'Éducation nationale, je dirais de jouer le jeu, de faire en sorte que les centres de formation professionnelle et les collèges et lycées soient désormais, fassent partie d'un même réseau. Et qu'il y ait des possibilités de communication entre les deux et bien entendu de complémentarité. Et les premières actions auxquelles nous avons pensé, je vois c'est cher ici, la première c'est de lancer le parcours collégial professionnel pour les enfants de 12 à 15 ans, ce qui va permettre très rapidement à des enfants qui préfèrent le concret au théorique de se diriger vers des parcours qui peuvent leur ouvrir des voies nouvelles, aussi bien professionnelles que des voies longues, mais à travers ce que nous avons lancé aussi, le bac professionnel, qui est un bac original, puisqu'il est fait avec les entreprises, c'est-à-dire avec les secteurs que les profils et les programmes sont définis. Actuellement, pour ceux qui ne le savent pas, nous avons 3 bacs professionnels qui ont été lancés à partir de la rentrée de 2014. L'aéronautique, la construction automobile et l'exploitation agricole. Et l'année prochaine, c'est l'Arabie, on lance, je crois, 12 nouveaux secteurs. Donc tout ça, c'est dans le but de faire en sorte que les enfants se dirigent dès le lycée vers des parcours qui sont professionnels. Mais nous avons pensé à mieux que ça, c'est de faire des centres de formation professionnelle, des incubateurs, pour que les jeunes, à l'intérieur des centres, préparent déjà un projet d'entreprise. Et c'est un projet sur lequel je compte beaucoup et qui va être très, très original. Pourquoi ? Parce que nous allons leur garantir d'office une partie de leur marché. Donc ils auront en quelque sorte garanti un chiffre d'affaires à partir du moment où ils sont bons. Et évidemment, ça va leur donner la possibilité de créer leur entreprise et bien entendu de se développer. C'est pour dire qu'à côté des aspects qui sont plus théoriques, on a quelques idées qui sont plus concrètes pour lancer les entreprises. Alors, en ce qui concerne les enseignants, je dois dire qu'il n'y a pas de fatalité. Beaucoup pensent que les gens, tout le monde est sur le même moule. Ce n'est pas vrai du tout. Je crois qu'il y a un environnement et il y a une ambiance. Tant que l'ambiance est une ambiance négative, défaitiste, tant qu'on voit dans les enseignants que l'échec, il est évident qu'à partir de ce moment-là, on ne les pousse pas du tout au changement. Je pense qu'il y a des choses très importantes. D'abord l'estime, la reconnaissance du travail dur et pénible qu'ils font. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et on pense y contribuer par un nouveau statut du personnel enseignant. Et de l'autre côté, et c'est ce qui est important, c'est libérer aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, les possibilités pour ceux qui ont des idées, de se faire connaître. Et je vais vous donner quelques exemples, 2 exemples peut-être, qui sont extrêmement, je dirais, pertinents. Dernièrement, grâce finalement à cette idée qu'on a lancée, en disant aux enseignants, si vous avez des bonnes idées, faites-les nous savoir. Nous avons un enseignant, je pense à Tiznit, qui a inventé un écran virtuel interactif, mais à 75 dirhams. C'est lui qui la fabrique. Et il nous a démontré qu'il était capable de faire donc, à ses élèves des cours de manière interactive. D'ailleurs, c'était un cours de géométrie sur les angles. Et c'était vraiment impressionnant. Voilà, donc c'est de l'initiative, c'est très important. Et nous avons aussi une dame qui, je ne me rappelle plus exactement où elle est, mais elle a envoyé toute une série de contenus que l'on peut exploiter sur ordinateur et qui permettent donc aux enfants de s'auto-former de manière naturelle dans le cadre des programmes. C'est 2 exemples que je donne, il y en a d'autres, ce qui veut dire que ce n'est pas bouché. Il y a des possibilités. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans une phase de mobilisation, ce qui est très important. Je vous rappelle que nous avons lancé une consultation au niveau des enseignants entre le mois d'avril et le mois de mai dernier. 68 000 ont répondu et ont participé. 68 000, ce qui fait un peu moins du tiers ont répondu. Et puis de l'autre côté, on a consulté aussi tous ceux qui sont tous les acteurs, et le nombre était quand même de 101 000, plus les élèves
qui eux-mêmes ont contribué au diagnostic et à l'analyse. Et nous sommes aujourd'hui dans le circuit inverse, c'est-à-dire les 23 mesures dont je vous ai parlé, nous les avons renvoyées sur le terrain. Et en ce moment, d'ailleurs, ils ont fini. En ce qui concerne ils ont tous réagi. Et nous avons maintenant les réponses, comment ils enrichissent les propositions pour que nous puissions, bien entendu, en tenir compte. Et il y a un forum qui est ouvert sur le site du ministère qui reçoit tous les jours donc, des propositions. Donc ce que je veux dire ici, c'est, contrairement à ce que l'on pourrait croire, les choses ne sont pas noires et qu'il y a des possibilités. Et je crois qu'aujourd'hui, la véritable bataille qui se joue, c'est une bataille entre finalement ceux qui résistent au changement et ceux qui, au contraire, veulent s'embarquer dans le changement. Merci beaucoup. Voilà. C'est plaisant d'avoir un ministre qui a été entrepreneur, mais qui a été ministre de l'Éducation nationale, donc qui connaît les vrais problèmes bien avant et qui les adresse de manière très pragmatique aujourd'hui. Merci, Serrachid, pour ces points de vue. On va aller vers la question posée à Smaïl Duli. Que peuvent faire les grandes entreprises ? Je crois que c'était ça un peu le sens de la question. Oui, tout à fait. D'ailleurs, une des questions, c'était est-ce que l'essaimage n'est pas une solution ? Et en réalité, dans un contexte européen, l'essaimage en général a été utilisé plutôt pour accompagner, je dirais positivement, le départ de salariés. C'est plutôt pour réduire les effectifs, diminuer le risque pour l'entreprise. On pousse les gens à devenir plutôt des sous-traitants, comme ça on variabilise des coûts. Ça peut être aussi des stratégies d'innovation, où là encore on va se dire je vais susciter la recherche, je vais externaliser mon département de R&D en ayant quelque chose qui est très volatile, très peu prévisible, qui est assumé plutôt par le chercheur ou la personne qui a envie de prendre ce risque-là, plutôt que moi le prendre parce que ça me coûte cher en termes de coût du capital. Si vous voulez, peut-être que c'est applicable à certaines entreprises marocaines, mais à mon avis, elles sont peu nombreuses. Parce que notre problématique, elle est presque l'inverse de ça. On se dit, on a réellement besoin de talents managériaux, on a besoin de gens qui, à l'intérieur de l'entreprise, sont des entrepreneurs dans la mentalité, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas là à attendre une instruction, ils ne sont pas là à attendre leur salaire, ils sont là pour innover, transformer, changer, voir loin, pousser à prendre des risques, etc. Donc, c'est certainement pas l'essaimage la solution, à mon avis, pour la majorité des entreprises marocaines. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que dans la plupart des cas, l'entreprise marocaine n'est pas nécessairement très, je dirais, favorable ou très positive par rapport aux entrepreneurs qui ont déjà pris ce risque-là. C'est-à-dire, quand je vois les processus achats de la plupart des entreprises, des grandes entreprises, elles sont largement inspirées d'ailleurs du processus achat de l'État et c'est basé sur le prix et les références, si je dois simplifier. Un dossier administratif, les références, et puis je lime les prix jusqu'à ne plus laisser de marge à mon fournisseur. Et je dirais ça, c'est quand même un sujet, moi à mon avis, de fond. C'est-à-dire que si on veut susciter l'esprit d'entrepreneuriat, la prise de risque chez les gens, il faut quand même qu'il y ait une certaine bienveillance par rapport à ces entrepreneurs. Et donc, pour moi, le challenge, il est d'abord de transformer la mentalité des collaborateurs des grandes entreprises. Parce que ceux-là, il faut d'abord qu'ils soient entrepreneurs en interne, dans l'entreprise. D'ailleurs, je remercie Asma Fenniri qui m'a tweeté cette idée-là, entre autres. Elle a dit on n'en parle pas assez, mais qui est donc une responsable de Inouï. Inouï fait beaucoup de choses aussi pour la création d'entreprises et l'esprit d'entrepreneuriat. En tout cas, d'abord que ce soit des entrepreneurs, je dirais, en interne, et ensuite qu'ils aient le respect de l'entrepreneur externe, c'est-à-dire le respect du fournisseur jeune entreprise. Et pour cela, finalement, moi, je vois deux grands paramètres qui font souffrir les fournisseurs jeunes entreprises. Le premier, c'est le cycle de vente. J'en ai souffert moi-même quand j'étais entrepreneur. C'est-à-dire qu'on va faire la réunion, l'entreprise va trouver le produit bien, elle va trouver l'idée bien, elle va dire c'est formidable, j'attendais ça depuis très très longtemps, etc. On va faire un cycle de vente, des réunions et des réunions, 6 mois, 9 mois. Ensuite, ils vont lancer leur processus achat. Et puis ensuite, il va y avoir une entreprise, peut-être même parfois un peu plus chère, mais avec plus de références, en général venant de l'étranger, qui va prendre le premier marché, le temps que la grande entreprise s'habitue, et après elle va se relaxer petit à petit,
vis-à-vis du fournisseur marocain. Donc, premier sujet, le cycle de vente. Et le deuxième sujet, qui est au moins aussi important, sinon plus, c'est les délais de règlement. On a fait la vente et on passe son temps à aller collecter des factures en suppliant la personne de régler, alors que la personne en question n'est qu'un salarié, finalement, c'est même pas son argent. Et parfois, cette personne-là n'a aucune raison réelle, objective de ne pas régler. Et si. Et la raison générale, c'est qu'il demande 2% sur la facture pour la payer. Ouais, pour moi, ce n'est pas une raison objective par rapport aux missions respectives des uns et des autres. Et donc, si vous voulez, dans ces deux cas-là, si on se dit les grandes entreprises doivent prendre conscience de ça au plus haut niveau et mettre en place des mécanismes pour lutter contre ça, et là encore, c'est un changement culturel. Ce n'est pas parce qu'elles le veulent, les grandes entreprises, c'est-à-dire le top management des grandes entreprises n'a pas envie de faire souffrir ses fournisseurs, c'est l'inverse. On a plutôt honte de rencontrer un fournisseur qui dit « ça fait 6 mois que j'attends d'être payé ». Donc, l'idée, c'est de dire comment est-ce que je conduis le changement à l'intérieur de l'entreprise, à la fois par une politique de responsabilité sociale de l'entreprise, mais aussi par des process. Moi, je crois fondamentalement dans le fait qu'en enfermant les gens dans des process transparents, c'est-à-dire au vu et au su de tout le monde, avec beaucoup d'informations à tout le monde, ça s'autorégule. Donc, typiquement, l'État l'a fait. À chaque fois qu'elle l'a fait, elle a réussi. À chaque fois qu'elle a dématérialisé un processus par le e-gov, disons en général, ça a énormément amélioré les choses. Mais parfois, elle s'est arrêtée en chemin à cause de frontières organisationnelles entre différents départements. On va informatiser toute une chaîne et puis au dernier moment, par exemple, je cite un exemple réel, hein, je fais ma demande de carte nationale ou je fais ma demande de passeport. C'est magnifique, je me crois en Suède jusqu'au moment où je suis obligé d'aller récupérer le papier. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Donc si vous voulez, pensez de bout en bout l'expérience de l'entrepreneur qui est en face d'une grande entreprise beaucoup plus puissante que lui, 100 fois, 1000 fois plus puissante que lui, mais se mettre à sa place quand on organise le processus à la fois de sélection du fournisseur, mais aussi de règlement une fois qu'il a facturé, c'est quand même pour moi fondamental dans la manière dont une grande entreprise peut aider la création d'entreprise. Merci beaucoup. Réaction de l'EMMO et de Tarafa Marouane et on va à la conclusion. Alors, juste par rapport à l'idée que je trouve intéressante, qui est effectivement en tant que grand groupe, on ne donne pas du tout accès aux petites entreprises parce que tout simplement elles ne sont pas référencées. Alors moi je dirais plutôt que d'attendre un changement culturel en interne, on peut faire comme ce qu'on fait au niveau de la RSE, il y a certains quotas. Pourquoi ne pas s'imposer, nous dirigeants, on impose à nos équipes de prendre X% de petites TPE pendant quelques temps. Après, si elles n'arrivent pas à supporter l'échange, elles laisseront la place à d'autres TPE ou à d'autres auto-entrepreneurs. Mais je pense que c'est facile à mettre en place. Si on est convaincu que le fait de leur donner accès à des organismes comme les nôtres peut les aider, parce qu'il ne faut pas aussi les griller en les mettant face à un grand organisme, il faut aussi qu'ils soient capables. Mais ça se régule simplement. On met un quota, on met X% des fournisseurs doivent avoir soit moins de 2 ans d'expérience, soit, je sais pas, on va être capable de trouver l'indicateur, mais c'est facile à mettre en place. En tout cas, et franchement, j'apprécie l'idée. Avec process transparent, c'est vachement important. C'est un truc que personnellement, je mettrai en place rapidement. C'est voilà. facile. Ça vous fait des chantiers, retournons à vos bureaux. Merci beaucoup. Allez, Tarafa Marouane. Bien, effectivement, c'est un point important donc, sur lequel la CGEM travaille. Donc, c'est une proposition justement de la Commission Recherche et Développement. Donc, on a proposé que les grandes entreprises travaillent en entreprise étendue, c'est-à-dire qu'elles incorporent avec elles dans la chaîne de valeur jusqu'à la TPE, jusqu'à la start-up. Et ce qu'on a constaté souvent donc, sur la réflexion de l'entrepreneuriat, et sur les programmes qui sont déployés et les moyens, c'est qu'il y a principalement 4 facteurs clés pour réussir l'entrepreneuriat, enfin une start-up. La première, c'est le premier bon de commande. La deuxième, c'est le financement. La troisième, c'est bien entendu l'accompagnement. Et ce qui est vraiment important quand on lance un projet, et ça on le sait, quelle que soit la taille de l'entreprise, c'est le réseau. Et il faut doter donc la start-up d'un réseau. Donc, au niveau de la CGEM, on a pris 10 startups. Donc, je suis personnellement avec la commission
et pour lesquels on essaie de placer des commandes auprès du réseau, donc c'est 30 000 entreprises, mais également de leur donner toutes les actions en termes de mentoring à travers des experts, soit des présidents de grandes sociétés pour pouvoir les incorporer, soit en demandant à des cadres dirigeants de les accompagner sur des problématiques telles que RH, marketing, financement du BFR, donc des problématiques vraiment que rencontre une entreprise en phase de croissance et au niveau du lancement. Et pour cibler cette action-là, donc on n'a pas ciblé toutes les entreprises. Donc on a pris une action pilote, on a pris 10 startups. Donc le profil est connu, c'est des entreprises qui ont entre 2 et 3 années, qui font à peu près 500 000 dirhams de chiffre d'affaires, qui ont 5 salariés. Ce sont souvent des jeunes qui sont dans les IT, qui ont besoin d'indépendance. Et donc, on travaille avec eux pour les faire décoller, c'est-à-dire les faire passer vers le 1 million de dirhams, 2 millions de dirhams. Voilà, merci. Merci à vous. J'ai une toute dernière question pour le ministre de l'Éducation nationale et on va conclure. Monsieur le ministre, on se rend compte du travail que vous faites. Il y a quelques membres dans la salle qui représentent les médias. Moi, ça fait plus de 20 ans que j'accompagne des entrepreneurs sous différentes formes dans les médias. Qu'est-ce que les médias peuvent faire pour sensibiliser encore plus à l'esprit d'entrepreneuriat dans les écoles, dans les lycées et au-delà, évidemment, dans les familles? Je crois que la réponse est la suivante. Enfin, ma réponse, pas la réponse. Tout d'abord, le succès, je dirais, de l'entrepreneuriat dépend d'un écosystème. Si l'écosystème est présent, je pense qu'il y a de fortes chances que l'entrepreneuriat se développe. Quand l'écosystème n'est pas présent, eh bien, il est évident que les choses deviennent plus difficiles. Ceux qui connaissent bien, le foyer, où émerge plus disons, d'entreprises nouvelles, c'est la Californie, tout le monde le sait, la Silicon Valley. Et là, c'est très simple. J'avais été invité une fois là-bas et j'avais rencontré 20 jeunes qui ont créé leur entreprise. Ils étaient tous d'accord pour dire pourquoi ils étaient en Californie alors que certains d'entre eux venaient de Boston et étaient sortis du MIT. Eh bien, c'est très simple. Ils ont dit c'est parce qu'on rencontre plusieurs choses en même temps. On a un espace géographique, physique très intéressant. Pourquoi? Parce que nous avons la montagne, nous avons la mer, et de ce fait, eh bien, il est possible, en s'installant en Californie, d'avoir une mobilité importante, physique, c'est-à-dire le transport est très facile. On peut installer notre famille dans un endroit et aller travailler à 100 km ou à 200 km très facilement. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que dans la tête, il y a toujours le risque, et le risque n'est pas lié à l'échec, mais lié au changement. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, je peux changer, je change d'endroit, mais je ne change pas ma famille de place. Deuxièmement, la Californie, c'est un endroit où il y a des gens qui étaient des chercheurs d'or et qui ont risqué sur l'or. Et ça s'est transmis de famille en famille. Donc, c'est des gens qui prennent des risques dans les petites start-up. Là, c'est les Blue Angels, etc. Chose qui ne se trouve pas par ailleurs. Et on peut en trouver beaucoup. La troisième chose qui était importante, c'est que en Californie, il y a d'excellentes universités et que ces universités ont leurs portes ouvertes. C'est-à-dire on peut même s'y installer. Et ce qui est très important et qui donne une flexibilité au niveau des points de départ avec toute l'assistance que les gens ont. Et enfin, il y a des banquiers qui, eux, sont très habitués à financer les petites et moyennes entreprises. Mais surtout, il y a ce fait que être entrepreneur est une valeur et que c'est reconnu par la société et que les gens qui risquent sont très considérés. Et je crois que c'est là où les médias peuvent jouer un rôle extrêmement important. C'est valoriser au maximum les gens qui entreprennent. Montrer que ceux qui prennent ces risques, ce sont ceux qui sont en train de créer le Maroc de demain. Et bien entendu, ceci ne peut se faire que si on les dépiste en quelque sorte, si on les découvre, si on leur parle, si on les fait connaître. Et je crois qu'il y a suffisamment de place au niveau des programmes de télévision, au niveau des médias, pour qu'ils s'intéressent à ce genre de choses. Par exemple, dire l'entrepreneur du mois,
je ne sais pas, faire une reportage sur sa petite entreprise, des choses de ce genre, venir d'ailleurs dans les écoles, voir les petits entrepreneurs qui sont formés au niveau de la formation professionnelle, par exemple. Je crois que ce rôle est important et ça me permet de lancer aussi un message aux médias. Je pense que notre pays a plus besoin aujourd'hui de parler avenir, de parler réussite, que de parler échec. Et de ressasser à chaque fois tout ce qui ne marche pas ou qui ne marcherait pas au conditionnel. Et de se situer dans le futur et non dans le passé. Voilà. Merci. Merci. C'est sur ces propos que nous allons conclure. Je voudrais juste vous rappeler qu'après notre cocktail déjeunatoire, nous allons avoir le prix X Maroc du jeune entrepreneur innovant en collaboration avec New York Lab. Et il y aura un pitch de jeunes entrepreneurs marocains animé par Fatim Zahra Biaz, fondatrice de New York Lab. Et ça sera intéressant d'y participer. Et tout à l'heure, nous attaquerons la deuxième table ronde autour de l'écosystème de l'entrepreneur marocain. Bon appétit à toutes et à tous et merci à nos intervenants.